Bonjour, je suis Frank Yatta, docteur Frank Yatta. Merci de me rejoindre pour la première fois dans le cadre de cette émission Congo Magazine Echo. Congo Magazine Echo est une nouvelle émission, un nouveau programme que nous avons décidé de commencer pour parler de l'économie en RDC, pour parler des investissements, de la facilitation d'affaires, l'entrepreneuriat, etc. en RDC. Et donc, vous allez me suivre. Soyez gentils de me suivre chaque fois, une fois, deux fois la semaine, où on va scripter, si vous voulez, la situation économique en République démocratique du Congo. Mais avant de entrer en détail de ce que nous allons faire ensemble, je voudrais faire une brève présentation de moi-même, qui je suis, ce que je fais. Ensuite, nous allons faire une introduction de l'émission. De quoi est-ce que cette émission, ce programme va commencer à parler. Et enfin, nous allons faire une analyse rapide de la situation économico-financière, mais surtout dans le domaine des investissements et de l'entrepreneuriat, et puis poser des questions. Des questions, des préoccupations auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long des émissions qui vont suivre. Ça va être sous forme d'échange, soit personnellement je parle, j'analyse, je donne mon point de vue sur ce qui se passe, ou alors ça pourrait être des échanges avec des personnes que nous allons inviter, soit à distance, soit ici même pour échanger. Qui est Frank Yatta? Frank Yatta est originellement de la République démocratique du Congo. Je suis docteur en médecine. J'ai terminé promotion 2003. Ça va faire 21 ans que j'ai été gradué médecin. Ok? Gradué. Donc j'ai eu mon diplôme et j'ai reçu la graduation, ça veut dire cérémonie de, comment on dit, consécration si vous voulez, de graduation comme médecin en République démocratique du Congo. Moi-même et beaucoup d'autres amis que je salue, essentiellement notre groupe de MP3. MP3, c'est le groupe des médecins de la promotion 2003, que je salue tous. Je ne pourrais pas citer vos noms ici, juste pour ne pas citer d'autres. Je vais juste citer le nom du président et que tous les amis se sentent cités nommément quand je vais citer le nom du président. Donc, je salue mes amis de MP3, le président Honoré Chamala, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la MP3 que tu diriges très bien et que tout le monde se sente cité nommément à travers notre président. Voilà, donc je suis docteur en médecine et il y a un autre médecin que je vais citer un peu plus tard quand je vais parler de l'Observatoire congolais de la santé. C'est un ami, un confrère pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais en passant, j'aimerais citer un couple. Je tiens à les citer parce que ce couple m'a impressionné. Il m'a impressionné positivement pour plusieurs raisons que je ne vais pas dire ici, mais j'aimerais que vous sachiez que j'ai beaucoup de respect pour vous et vous êtes formidable pour moi. Je vous l'ai dit plus d'une fois, mais j'aimerais ici le dire pour que vous soyez convaincus que j'ai beaucoup de respect pour vous. Peut-être que je ne citerai pas vos noms. Je vais citer le prénom du mari. Le mari et l'épouse sont des médecins, des amis de la promotion. Je vous salue. Docteur Jerry M. Tu es à Denver, Colorado, ici aux États-Unis. Salut à toi et à ton épouse. J'ai beaucoup de respect pour vous.
Que Dieu vous bénisse. Et donc, je suis docteur en médecine de la promotion 2003, donc de l'université de Kinshasa, la plus prestigieuse et la plus grande université de la RDC. Je suis de là. J'ai travaillé pendant 9 ans pratiquement comme médecin en clinique jusqu'à ce que je quitte la clinique parce que je me sentais ennuyé. Je me sentais ennuyé. Quand je dis ça aux gens, quelques personnes ne comprennent pas. Comment est-ce que tu peux être médecin et être ennuyé? C'est pas possible. C'est un métier noble. Tout le monde a envie et aimerait et bien être médecin, c'est vrai, mais pas moi. Donnez-moi une seconde. Oui. euh, voilà, je crois que le son s'est peut-être amélioré maintenant. Donc, tout le monde voudrait bien être médecin, mais pas moi. Peut-être que je suis devenu médecin parce que mes parents m'ont pratiquement poussé à le faire. Mais bon, anyway, je suis médecin, je suis fier de ça. Seulement, je ne suis pas en clinique. Donc, j'ai quitté la clinique en 2011, pratiquement 2012, juste avant que je vienne aux États-Unis. Et avant de quitter, et c'est pour ça que je parle de moi, parce que le but, comme j'ai dit, de cette émission, c'est de pousser l'esprit entrepreneurial et parler des investissements et de l'entrepreneuriat en RDC. Et je vais insister un peu sur ma présentation, pas parce que je veux parler de moi, mais parce que je veux emmener quelqu'un à comprendre que si vous avez quelque chose dans le ventre, tôt ou tard ça va sortir. Tôt ou tard ça va tellement mettre de la pression en vous qu'à un moment il faut que vous dégagiez ça. Il faut que vous sortiez ça pour, écoute, pour avoir de la paix avec soi-même. Donc il faut sortir ça. Et donc j'étais étudiant et étudiant que j'étais, je combinais toujours mes études de médecine avec un travail. J'étais parmi les rares étudiants qui, en plus d'étudier, faisaient autre chose. J'ai vu des gens qui, en plus d'étudier, avaient des petits commerces au campus. Hein. Ils vendaient, ils avaient une cabine ici, ils vendaient, ils étaient responsables des mamans qui vendaient des pains ici, etc. Ils avaient des petits corps par-ci par-là, mais c'était au lieu du campus, au lieu où ils étudiaient. Moi, c'était pas ça. Moi, j'ai étudié au campus, mais je travaillais en ville. Donc, je devais combiner, sortir chaque jour, pratiquement, quitter le campus, prendre le transport si j'avais pas ma voiture et aller jusqu'au centre-ville, travailler et revenir le soir. Au point qu'il y a beaucoup de cours où j'ai pas assisté et j'avais un arrangement avec deux, trois personnes chaque fois, des gens qui prenaient des cours pour moi. Oui, like, littéralement. Donc quelqu'un, il a un contrat avec moi. Quand il suit les cours, il sait qu'il prend les cours pour lui et pour moi. Et il prend des notes, il sait qu'à la fin, chaque soir, il va me donner ses notes, je vais aller photocopier, ou il va photocopier pour moi, je le paye pour ça. Donc je le paye pour suivre les cours pour moi et il est conscient qu'il va partager en échange d'argent les notes de cours pour moi. Donc il doit écrire lisiblement pour que j'écrive. Et quelquefois, il doit passer quelques temps avec moi pour, si j'ai une question et tout ça, répondre. Donc c'est comme ça que j'ai étudié en fait. Mais bien sûr, ça n'a pas été le meilleur parce que, vous savez, médecine, c'est pas une classe facile. Hein? C'est une classe très difficile. En réalité, c'est difficile de combiner des cours comme de médecine. Tu peux combiner, j'imagine, des cours d'autres facultés comme le droit. Hein? Bon, sans offenser les juristes, hein? Mais je crois que c'est un peu plus facile de combiner les cours de droit avec autre chose, avec un travail en ville par exemple, où tu perds 2 heures d'une journée rien que dans le transport déjà. Ok? Médecine c'était difficile, au point que j'ai eu les cours et j'ai dû reprendre pratiquement 2 années. Donc j'ai repris la deuxième et la troisième graduat à cause de ça. Et en troisième graduat, je me suis dit non, ça peut pas continuer comme ça. Donc il faut que j'arrête. Et j'ai arrêté de descendre en ville à partir de troisième graduat et j'ai continué à combiner ce que je faisais mais au campus. Bref, ce que j'essaie de dire c'est que ce côté entrepreneurial en moi a existé depuis que j'étais étudiant, depuis très jeune.
dans le quartier, j'avais deux, trois cabines, j'engageais des gens qui travaillaient pour moi, etc. Donc, c'était comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'étais ennuyé en fait à l'hôpital en tant que clinicien. Donc en 2011, j'arrête et puis je crée une structure qu'on appelle Observatoire congolais de la santé. Et le but de cette ONG, un, c'était de me libérer de la clinique. Deux, c'était de faire quelque chose que j'aimais. Parce que entre-temps, avant de créer l'Observatoire congolais de la santé, j'ai travaillé à l'ICCN, Institut de la conservation de la nature, où j'étais le responsable de la base de données de l'ICCN. Ceux qui connaissent l'ICCN, c'est la seule institution publique de l'État qui s'occupe de la conservation de la nature en RDC. Et j'étais, je crois, de 2008 en 2010, dans le cadre de CIJAP, un département de l'ICCN, j'étais le responsable j'étais le gestionnaire de la base de données de la République démocratique du Congo entière. Et ça m'a permis d'aller pratiquement dans tous les parcs nationaux de la République, visiter parce que c'est moi qui était en charge de collecter et de gérer des données des parcs nationaux, au point que nous avons travaillé à la production de la carte. Je crois qu'ils n'ont pas changé cette carte-là, à la carte des aires protégées qui a été revue de l'époque. Et j'ai travaillé pour le compte de la République, de l'ICCN, parmi les experts pour produire cette carte des aires protégées. Donc j'ai des connaissances en base de données déjà à l'époque, et c'est pour ça qu'ils m'avaient engagé en fait. Et télédétection, etc., imagerie satellitaire, c'est ce que nous faisions. Et là, nous sommes en 2008, 2009, 2010. Ça fait 14 ans que j'ai fait ça. Donc bref. Et quand en 2011, je décide... Et j'étais encore médecin. Comme je dis, je combinais. Et quand donc en 2011, je décide de complètement quitter la clinique, je crée l'ONG, Observatoire congolais de la santé. Et dans l'Observatoire congolais de la santé, je voulais copier ce que je faisais à l'ICCN en fait. Donc le but de l'OCS, Observatoire congolais de la santé, c'était de collecter toutes les informations sanitaires de la République démocratique du Congo, attacher des informations géographiques à ces données-là et être capable de créer en fait des cartes géolocaliser des problèmes de santé de la RDC. Nous sommes en 2011. Ça fait 13 ans. Et la stratégie pour moi de commencer à faire ça, c'était de faire organiser des consultations médicales gratuites pour que je sois en mesure de collecter des informations. Nous sommes en 2011, il y a 13 ans. Ou 14 ans. J'insiste parce que à ce moment-là, j'étais beaucoup plus jeune que ce que je suis ici. J'ai 50 ans, j'avais, je crois, à l'époque 36 ans. Beaucoup de jeunes gens de 36 ans aujourd'hui ne font pas ce genre de choses. Je ne veux pas mettre de l'honneur sur moi, mais je veux créer l'esprit entrepreneurial. Ce que je suis aujourd'hui, ça va de l'époque où j'étais jeune. Et je sais que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont jeunes, qui ont un esprit qui bouillonne, entrepreneurial, qui bouillonne en eux. C'est à vous que je parle. Je veux que vous mettiez ça à l'œuvre. Ok? Et je n'avais pas de financement. Quand j'ai créé OCS, je n'avais pas de financement. J'ai financé seul. Il n'y avait pas de banque. Il n'y avait pas des parrains qui m'ont poussé à faire ça. Le contraire, j'ai eu un financement et des gens qui ont accompagné quand j'ai commencé. C'est le genre de choses en fait que nous allons parler dans cette émission. Mais flash, je vous donne juste des petits flashs. Et c'est pour ça que j'insiste sur ma petite expérience. Je ne dis pas que mon expérience est la meilleure. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je veux que ces gens qui ont des expériences comme ça viennent dans l'émission, partagent leur expérience. Je parle de moi parce que c'est de moi qu'il est question. Mais il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup plus impressionnantes que ce que j'ai fait. Venez partager, encourager les jeunes gens. Et donc j'ai 35-36 ans. Je quitte l'ICCN. Et entre-temps, parce que je saute
Je ne veux pas rester trop longtemps dans ça. Je vous ai dit que j'étais à l'ICCN et pendant que j'étais à l'ICCN, je travaillais aussi avec un ami, le sénateur EM. Je vais taire son nom, mais il se connaît et beaucoup de gens qui me connaissent savent de qui je parle. Il est sénateur, il s'appelle EM. Merci, c'était une très belle expérience. Il m'a appelé, en fait, il venait de créer son entreprise. C'était vraiment à l'œuf. Il m'a appelé, il m'a dit Franck, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit je suis là, je fais mon truc de Congo Pub parce que j'avais une autre entreprise qui faisait de la publicité online. Congo Pub, et je vivais de ça. Il m'a dit non, 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 écoute Franck, laisse ces trucs-là. Viens travailler avec moi, viens travailler avec moi. Je dis, oh yeah, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, viens me visiter. Je viens le voir. Et puis, il venait de commencer une entreprise de location de véhicules. Et puis, j'ai dit, bon, ok, je travaille avec toi. Très belle expérience. Un bon ami que je salue. Et donc, j'étais médecin. Je travaillais avec lui. Et j'étais à l'ICCN. Et j'étais à l'ICCN. Et bref, et ça c'est avant 2010. Et donc en 2011, je reviens sur ce que je disais, en 2011, je décide de quitter ces choses et j'étais assistant à l'UPenn. Yeah. J'étais assistant, premier mandat à l'UPenn, chargé des cours de pathologie médicale. Yes. Yes. Les raisons d'ailleurs qui ont fait qu'en fin 2010, je quitte ICCN, c'est parce que je venais d'être nommé assistant à l'université et je ne pouvais pas justement combiner ICCN, assistant et d'autres projets de créer l'ONG. Donc je ne pouvais pas faire et j'ai démissionné, j'ai demandé une mise à disponibilité et je savais que j'allais pas revenir à l'ICCN et j'ai quitté l'ICCN. Parce que j'étais nommé assistant à l'UPenn. Donc, en 2011, je quitte l'ICCN. Je quitte aussi pratiquement la clinique, parce que c'était trop pour moi, et je me concentre à mon ONG que je venais de créer, l'Observatoire congolais de la santé, dans lequel je voulais repliquer ce que j'avais fait à l'ICCN, être un outil à la décision pour les décideurs. En fait, je voulais collecter des informations, je vais expliquer ça tout à l'heure, collecter des informations et avoir des résultats, des données qui vont permettre aux décideurs de décider. Ok? Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, je voulais me concentrer sur ça et me concentrer sur mon assistanat à l'UPenn. Nous sommes début 2011. Et maintenant, pourquoi? Quelle était l'importance de l'OCS? Ce que je voulais faire, et ce que je fais encore, et là je salue le docteur Beki Kapulai. Rappelez-vous, j'avais réservé un nom, j'ai dit je vais le citer quand je vais parler de l'OCS, donc c'est ici qu'il faut le citer. Le docteur ami et bataillant, très fort, pour qui j'ai beaucoup de respect, Beki Kapulai. Je cite lui, et je veux que tout le monde de l'OCS se trouve cité nommément à travers le nom de Beki Kapulai et de Madame Nathalie Kombe. Et je ne peux pas ne pas la citer. Que tout le monde qui a travaillé avec nous, Junior, Michel et tous les autres médecins, infirmiers, se sentent nommément cités à travers le nom de Madame Nathalie et Dr Beki Kapulai. Donc, je remercie. Et donc, je crée avec eux l'Observatoire congolais de la santé. Le but était donc de produire des résultats et être un outil d'aide à la décision aux décideurs. Et nous pouvons toujours le faire jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons fait beaucoup de choses. Je ne voudrais juste pas passer beaucoup de temps sur tout ça, mais comme j'ai dit, le but principal, c'est que vous compreniez qu'il y a... si vous avez un esprit investisseur en vous, ne vous laissez pas emporter par les difficultés, quoi que ce soit. Foncez. Mais il faut quand même que je cite ça rapidement. Je ne vais pas rester longtemps. Donc, nous créons Observatoire congolais de la santé. Pendant 12 mois, nous avons fait des campagnes médicales dans la ville de Kinshasa et nous avons fait des grandes choses. Je pense que nous sommes la seule structure ONG privée qui, en 12 mois, a collecté plus de 9000 données sur 9000 malades qui nous ont visités.
9000. Donc on organisait des campagnes médicales gratuites où on allait dans les quartiers, dans les communes, on appelait des gens qui avaient des problèmes de santé venir à nos tentes. On organisait des tentes où il y avait des médecins, des infirmiers, des équipements, des médicaments, des laboratoires qu'on donnait gratuitement aux gens et on collectait pourquoi ils sont là, les problèmes de santé qu'ils avaient, ainsi de suite. Donc, je pense que nous étions, et nous sommes encore, de ce que je sache, la seule structure qui a des données, qui a fait une étude sagittale à Kinshasa en 2011 et qui peut vous dire quel était le problème de santé à Kinshasa. Parce que ce qui se passait, c'est quoi? Et c'était ça la raison que nous avons créé OCS. Ce qui se passait, c'est que les organismes internationaux, quand ils viennent, ils font une étude, par exemple, au Kenya. Ils font une étude au Kenya et les résultats qu'ils trouvent dans un village au Kenya, ils vous disent, bon voilà, c'est comme ça les résultats ou c'est ça la situation en Afrique centrale. C'est faux. Donc, nous avons des cultures, des habitudes différentes, surtout en santé publique. Donc, vous ne pouvez pas faire une étude dans un village du Kenya, ok, ou en Tanzanie, et les résultats, vous dites, bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe en Afrique centrale. Moi, je dis non. Donc, nous avons fait des études, collecté des données et fait une étude sagittale pour dire que le véritable problème de santé, par exemple, à Kinshasa, en cette année-là, c'était ça. La preuve, nous avons trouvé, si vous lisez, et nos résultats sont publics hein, dans notre site. Et d'ailleurs, on avait voulu, l'année passée, être en contact avec CDC, ici à Atlanta, pour leur donner ces informations, ces données-là. Mais bon, la démarche n'a pas tellement abouti. Je continue à voir dans quelle mesure nous pouvons exploiter ces données-là. Donc je disais par exemple, nous étions capables de dire que le problème de santé en République démocratique du Congo en 2011, c'était beaucoup plus des problèmes oculaires et des problèmes des mal ou des maux des dos qui dérangeaient les gens plus que la malaria. Parce qu'aujourd'hui, si on va vous dire, bon voilà, le problème de santé de Kinshasa, de la RDC, c'est la malaria. Il y a plus de 80% de personnes qui meurent de malaria, etc. Oui, c'est vrai. Mais, à ce que je sache, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de vue ou de vision qui n'ont rien à voir avec la malaria. Je parlais avec un sénateur, un ministre, il est de... c'est quoi encore son village d'origine? J'oublie. Il me dit, mais là-bas, ils ont des problèmes de vision aussi. La plupart des gens ne voient pas. Donc, la vue ou la vision est un problème de santé en RDC, plus que la malaria. Mais comment est-ce qu'on va savoir? Parce que les gens font des études dans d'autres pays où il y a plus de malaria, ils vous disent que c'est le problème de l'Afrique centrale. Bref, ça, ce n'est pas le sujet de cette émission. Le but de j'en parle, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez effectivement être entrepreneur et avancer. Donc c'est ce que nous avons réalisé. Et puis je suis venu aux États-Unis. Ouf, ça commence à m'ennuyer moi-même de parler de moi aussi longtemps. Ça a pris trop de temps que je ne voulais. Bref, je viens aux États-Unis en 2012. Et rapidement, je vais aller rapidement. Rapidement, je viens fin 2012, début 2013, j'attrape un petit job et je ne pouvais pas parler un seul mot d'anglais. Je ne parlais pas anglais. Bref, 2 ans, 3 ans après, en 2015, je commence une entreprise. Je crée une entreprise, malgré le fait que je ne parlais pas anglais. Et c'est là où je dis, si vous avez un esprit entrepreneurial, vous l'avez. Ça ne dépend pas de où vous êtes. ça vient de vous. Vous pouvez être dans un désert. Vous pouvez être dans un endroit où rien ne pousse. Si vous avez ça, vous pouvez pousser. C'est ce que je veux dire. Et c'est de ça que va être constituée notre émission. Ok? Donc, si vous vivez au Congo, où rien ne marche, cher ami, vous pouvez créer du développement au Congo, même si rien ne marche. C'est ça le point de ce que je suis en train de dire. C'est ça le point. Il ne faut pas que vous ayez au meilleur endroit. Il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut qu'ils quittent le Congo, qu'ils aillent en Europe. Il n'y a rien en Europe. Il y a des gens qui pensent que pour ici, il faut aller loin en États-Unis. Ah, bien, il faut aller loin en États-Unis. Place aux alliés, tu peux créer. That's the point. C'est ça le point de ce que je veux dire dans cette émission. Là où tu es, c'est là où Dieu te veut. Si tu ne peux pas créer au Congo, tu ne pourras pas le créer aux États-Unis. Si tu ne peux pas le créer au Congo, tu ne pourras pas le créer en Europe. Si tu ne peux pas le créer dans ton village, tu ne pourras pas le créer à Kinshasa.
Personne ne va t'aider sinon toi-même. C'est ça le point. C'est ça l'exercice que je suis en train de faire ici. Je suis venu aux États-Unis, papa. Je ne parlais pas anglais. J'ai trouvé des gens qui parlaient bien anglais localement. Je leur ai demandé de me traduire. Et 2, 3 ans après, j'ai créé la seule entreprise privée dans l'État, dans la ville où je vivais, une ville de 20 000 personnes, privée de moi. Je n'avais pas reçu de financement de la banque. Je n'avais pas reçu de prêt de qui que ce soit. Mon petit argent. Et je travaillais, j'avais pris un job, 9 to 5 job, pour apprendre l'anglais. C'est le petit travail les jobs que tout le monde fait. Parce que j'avais décidé de prendre ce travail pour apprendre l'anglais. Je ne voulais pas aller à l'université pour apprendre l'anglais. Je trouvais que c'était une perte. Et donc, le même travail que j'avais pris, et d'autres Congolais travaillaient avec moi, et d'autres personnes travaillaient avec moi, j'ai pris ce petit argent-là, j'ai économisé pour créer une entreprise, ok? Et cette entreprise-là m'a permis d'avoir encore beaucoup plus d'argent dans la même ville. Donc, ça ne dépend pas de où vous êtes. Au point que j'étais donc la seule entreprise privée, je ne parlais pas anglais, pas bien. J'étais la seule entreprise privée de la ville, de 20 000 habitants. Et je participais au conseil de sécurité de la ville, avec le chef de police de la ville qui était assis, le maire de la ville qui était assis, et des responsables de sécurité de la ville étaient assis avec moi sur la table pour décider de ce qui, quand il y avait des grands événements dans la ville. J'ai trouvé des aînés, j'ai trouvé des gens qui parlaient un meilleur anglais, qui avaient beaucoup plus d'argent que moi dans cette ville-là, mais ils ne pouvaient pas s'asseoir dans ce conseil de sécurité de ville pour décider. Parce que c'était une ville universitaire en fait. Donc 1 ou 2 fois chaque année, ils organisaient des grands matchs de football. Il y avait beaucoup de gens qui devaient venir d'autres villes et tout ça. Comme c'est une ville universitaire, tout le monde le sait ici aux États-Unis, ça marche comme ça. Donc il fallait que la ville organise le transport, transportation des gens, etc. Et la ville avait son transport, si vous voulez, sa compagnie de transport. J'ai dit que j'étais la seule entreprise privée. Parce que c'était une petite ville de 20 000 habitants. En réalité, tout le monde a une voiture. Ou 2 en famille. Et les gens sont des fermiers. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin d'un service de transport public. Ou de taxi. Tout le monde, la ville est très petite. Tout le monde a une voiture. Si tu veux aller à un endroit, tu vas dans ta voiture. Ok? Et donc, ils n'avaient pas besoin. Et la ville offrait un service de transport public. Bédabas, qu'ils appelaient. Et ils tournaient. Donc, tout le monde avait son véhicule et la ville offrait un service de transport, mais le service de transport s'arrêtait à 17 heures. Je crois qu'il commençait à 4-5 heures du matin et il s'arrêtait à 17 heures. Donc, de 18-17 heures jusqu'à 4-5 heures du matin, il n'y avait pas de transport. Or, les gens allaient dans leur sortie pour aller en boîte. Il y avait des petits bistrots dans la petite ville et ils ne savaient pas comment faire. Tu ne peux pas conduire et boire. Et moi, j'ai trouvé une opportunité. Là, j'ai créé donc mon entreprise privée. Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, peut-être une autre fois. Bref, c'est pour ça que j'étais devenu la seule entreprise. Avant moi, il y avait quelqu'un qui avait une entreprise, mais il venait de fermer. Je viens, je vois qu'il vient de fermer, poup, je saisis, je marche et me voici assis. Et ça marchait bien. Et donc, je veux vraiment aller vite pour ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Peut-être qu'on en parlera à une autre émission. Bref, je vais vite et puis je quitte Brookings parce que la ville était devenue petite pour moi. Ok? Après le transport, je ne me suis pas arrêté au transport, j'ai développé une autre branche de la publicité de rue. Donc je prenais des écrans publicitaires que je mettais dans des bars. J'étais arrivé à installer près de 16 écrans dans des bistrots dans la ville. Ok? Et la ville était devenue petite pour moi. Bref, je vais donc entrer vraiment dans les détails une autre fois. Comme ça, vous comprenez ce que j'ai fait. Bref, je quitte la ville parce qu'elle était petite et je vais dans une grande ville. Je visite beaucoup de villes des États-Unis. Le premier jour, j'arrive à Atlanta. Nous sommes en 2017. Je dis waouh, j'ai aimé Atlanta. J'ai aimé Atlanta. La température était très bien. J'ai aimé avec beaucoup de noirs parce que la ville où j'avais, il y avait très peu de noirs.
Je vais expliquer ça plus tard. Pourquoi est-ce que c'est important que je parle de ça? Bref, j'arrive à Atlanta, je tombe en amour d'Atlanta, j'appelle mon épouse parce que j'étais seul quand je suis arrivé. Je dis en tout cas, on cherche un endroit où il faut qu'on déménage, qu'on bouge, c'est Atlanta. Il faut que tu viennes. Elle vient, bref, on voit, tous les deux on aime, et puis on achète la maison. Mais bref, on a acheté en 2017, mais on habitait encore South Dakota. Donc on a complètement déménagé de South Dakota vers Atlanta en 2019, 2 ans après, même si on avait déjà acheté la maison, parce que bon, il fallait qu'on décide de quitter South Dakota. Nos affaires tournaient bien, on était là, donc on n'était pas pressé. Bref, une longue histoire. On achète en 2017, mais on aménage complètement vers fin 2019. Et donc on vient et puis bon, moi j'installe mes nouvelles entreprises, je voulais commencer à travailler, mais malheureusement pour moi, on arrive septembre 2019 et quelques mois après, décembre, Covid commence. Et je venais de m'installer et puis c'était vraiment un coup dur pour moi, mais on est entrepreneur, on est battant, on s'est battu, jusque on a créé un studio, ça a bien tourné avant, et puis voilà. Atlanta, c'était compliqué pour moi parce que la ville est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus de challenges que je tourne en opportunité, et c'est ça le deuxième euh, point dont on va commencer à parler dans nos émissions, la capacité de tourner les challenges, les défis en opportunités. RDC. Aussi longtemps que vous allez trouver vos difficultés comme difficultés, vous allez rester là où vous êtes. Ça veut dire en bas. Il faut que nous continuions. Il faut que nous commencions et continuions en RDC à changer nos défis, nos challenges en opportunités. On va en parler, mais c'est ça. Et donc, je viens, 2021, c'était difficile, mais après, on décide quand même de créer Congo Global Connection, qui aujourd'hui, on fait la première conférence, on organise quelque chose en 2021, et puis deuxième conférence en 2022. Maintenant, nous sommes en 2024, où nous allons organiser la troisième édition. Donc voilà un peu, ça a été très lent, mais voilà un peu qui je suis, ce que je fais. Et j'ai pris le temps d'expliquer tout ça pendant tout ce temps pour réveiller l'esprit, encourager quelqu'un. Là où c'est difficile, ce n'est pas impossible. Quand c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible. 1. 2. Ton endroit de réussite n'est pas ailleurs. Ton endroit de réussite, c'est là où tu es maintenant, là où Dieu t'a placé et là où tu es maintenant. C'est là que tu vas réussir. Ta réussite ne dépend pas d'un lieu. Ta réussite dépend de ce que Dieu veut de toi et de la détermination que tu as là où tu es. Yeah. Je le dis de l'expérience. Je vous ai parlé de mon parcours au campus. J'étais parmi les seuls étudiants, ou les premiers étudiants, et les gens qui étudient avec moi le savent, qui avaient un téléphone portable. Ça coûtait cher, mais je l'avais. À l'époque. Quand les téléphones portables ont commencé en RDC, je crois que nous sommes en 1997, 97, j'avais un téléphone cellulaire. C'était encore en essai. Je l'avais acheté, je crois, 150 $. À l'époque, 150 $, c'était cher. Pourquoi quelqu'un, étudiant, va acheter 150 $ un téléphone pendant qu'il en essaye? Beaucoup de gens ne trouvaient pas l'importance de, écoute, j'ai pas besoin de téléphone. Pourquoi je vais avoir un téléphone? J'avais besoin d'un téléphone pour communiquer. Et vous n'avez aucune idée combien le téléphone m'a emmené des affaires, des opportunités. Bref, je vais encourager quelqu'un à pousser. Ça a été très long, beaucoup plus long que j'avais prévu, mais je crois qu'on va s'arrêter ici. Je vais revenir partie 2. Partie 2 pour parler de la suite. Donc de la suite, nous allons faire un état des lieux, si vous voulez, socio-économique de la RDC. Savoir qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous en sommes?
Est-ce que malgré les voyages, les multiples voyages que le chef de l'État a fait, le chef de l'État, ici je veux rappeler que c'est la seule personne qui a l'autorité, le pouvoir euh, comment dire, de parler au nom de la RDC. Qu'est-ce que tous les voyages que le président de la République a fait en dehors, soi-disant aller chercher des investisseurs, ont apporté en termes d'investissement en RDC? Si la personne qui peut, la seule personne qui peut réellement engager un pays, sort, fait des voyages, cherche des investissements et n'emmène pas les investissements, il y a un problème. Et ce n'est un secret pour personne. La RDC est encore, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, en août 2024, si vous allez dans le site du secrétariat américain, ministère des Affaires étrangères, vous tapez est-ce qu'il faut aller au Congo. On va vous dire qu'il ne faut pas aller au Congo parce que c'est un pays rouge. Don't go. It's not safe. Et la safety, que ce soit économiquement, et la safety que ce soit du point de vue tout à fait sécurité personnelle. Ouais, aujourd'hui, quel est cet endroit qui a un red flag? Quel est cet endroit qui est réputé comme ça, où un investisseur sérieux va aller mettre de l'argent? C'est ça le problème. C'est ça la situation que nous allons faire. Mais comme je dis toujours, est-ce que difficile est impossible? Non. Difficile n'est pas impossible. Je viens de le dire. Même si nous disons que la RDC est encore rouge, parce que quelqu'un va me dire, oui, mais toi tu dis tu travailles pour la promotion de la RDC, pourquoi est-ce que tu dis des mauvaises choses de la RDC? Non, non, non. Le problème, c'est pas de dire des mauvaises choses de la RDC. Ok? Je ne veux pas aller là-bas, dire que oui, tout est bien au Congo, venez investir. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est à la télévision. On voit la guerre à 2000 km, ce n'est pas à Kinshasa. Non, 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 non. C'est pas ça ce que je veux dire. Et c'est de ça que nous allons parler dans ces émissions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de corriger la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de corriger la situation dans laquelle nous vivons en RDC? C'est de ça que nous allons parler. Difficile n'est pas impossible. Pendant qu'on dit que Congo, c'est un pays où il ne faut pas aller, est-ce qu'on peut faire autre chose pour améliorer cet état, cette situation petit à petit, pour qu'à un certain moment, le Congo puisse être un pays où les gens viennent? Je fais la promotion de la RDC, je dis, allez dans Congo Global Connection, le site web, vous allez voir un lien visite DRC. Ça veut dire je demande aux gens de visiter la RDC. Mais c'est encore moi qui suis en train de vous dire, je sais que nous sommes au rouge, mais il y a des choses que l'on doit faire pour que les gens viennent visiter notre pays. Donc, c'est de ça que nous allons parler à la partie 2. Je suis désolé d'avoir fait trop longtemps sur cette première partie, c'est vraiment pas ce que je pensais, mais c'était important parce que ça vous permet de savoir d'où nous venons. En tout cas, moi qui vous parle, vous avez une idée. Maintenant, est-ce que je suis l'exemple d'une réussite parfaite? Non. I'm not gonna sit here and tell you that. Ok, je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que je suis l'exemple d'une réussite parfaite. Non, 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 non. J'ai eu des bas, j'ai eu des hauts. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites. Le problème, ce n'est pas avoir échoué ici ou là. Parce que tu peux perdre une bataille, mais tu ne peux pas perdre la guerre. Le but, c'est de ne pas perdre la guerre. Ok? Et c'est ça ce côté européen ou belge, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, où les Congolais, les Africains globalement sont des hypocrites. Quelqu'un échoue, tombe, il cache qu'il a échoué, qu'il tombe. Les Américains ne sont pas ça. Quand il échoue, il te dit j'ai échoué. Mais cet échec est une opportunité pour faire mieux. Yeah. Je vais terminer par là. Ici aux États-Unis, et j'ai quand même voyagé un peu, mais j'ai vu ça surtout aux États-Unis. Quelqu'un qui a un membre amputé, il peut porter une prothèse. On dit une prothèse, une prothèse, je crois. Il peut porter une prothèse pour bien marcher. Mais il ne porte pas une prothèse pour cacher son membre amputé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
au Congo, en Europe, en Belgique et en France, quelqu'un qui a un membre amputé va porter une prothèse pour cacher son membre amputé et mettre un pantalon dessus pour qu'on ne voit pas qu'il a un membre amputé. Parce que c'est une faiblesse, c'est un manque, c'est un défaut. Il ne veut pas qu'on voit. Non, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, quelqu'un qui a un membre amputé, s'il ne porte pas une prothèse pour bien marcher, il peut laisser ça comme ça, il met les béquilles. Que les gens voient. That's how he is. C'est comme ça qu'il est. Et ça, il tourne ça en une opportunité pour faire mieux. En tout cas, pour que les gens le voient tel qu'il est. Vous êtes un groupe d'hypocrites. Et ça doit changer. C'est ça qui est à la base de notre échec. Nous cachons trop, nous cachons tout. Nous sommes une génération des gens qui cachent tout. Et on est hypocrite. Ça ne doit pas être ça. Donc je vais en parler un peu plus, comme j'ai dit, à la deuxième partie. Merci bien de m'avoir suivi. C'était très long, mais bref. Donc, ce sera ça. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.